Nous accueillons d'ailleurs Guillermo Arellano, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonjour Guillermo. Bonjour Marie-Louise. Et Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Bonjour Christian. Bonjour. Vous avez lu pour nous tous les deux ce que le Courrier international considère comme l'essai de l'année dans le monde anglo-saxon, The Age of Anger, de Pankaj Mishra. C'est un romancier, mais c'est aussi un essayiste qui a écrit sur Bouddha notamment, mais aussi sur les intellectuels qui ont construit l'Asie. Alors il réfléchit dans cet ouvrage aux sources du populisme, qui est très marquant dans plusieurs structures politiques actuelles, la Russie, la Turquie, l'Égypte, les États-Unis, évidemment. Il voit le populisme, Christian Nadeau, mais aussi le nationalisme et l'extrémisme religieux comme prenant leur source à l'époque des Lumières. Théorie intéressante quand même. Oui, c'est pas une théorie neuve, oui. on l'a entendu souvent. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette lecture des Lumières, c'est-à-dire qu'il a, il procède à énormément de raccourcis, on en discutera tout à l'heure. Oui, vous trouvez qu'il tourne les coins ronds, pour employer une expression bien québécoise, le problème, c'est que ça finit par être des espèces d'hommes de paille là, qui n'arrivent, et à partir de ce moment-là, ça devient pas très crédible. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Guillermo. C'est un essai que vous avez plus ou moins apprécié moi, quand même. Je l'ai apprécié, je partage la vision du The Economist qui dit nuancé, érudit et divertissant ou pas ennuyant du tout. Et ça respecte les règles générales d'un essai, c'est-à-dire il y a des généralisations, c'est parfois un peu provocateur, mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant et ça nous fait réfléchir et voir autrement peut-être des grands classiques pour mieux revisiter notre époque. Merci Guillermo et Christian. Ce sont des populistes sous une forme ou une autre qui sont au pouvoir en Turquie, en ce moment en Russie, en Égypte, en Inde, aux Philippines, en Hongrie et bien entendu aux États-Unis. Comme le soulignait récemment l'Huffington Post, chacun de ces États a affiché au nom du peuple sa volonté de fouler aux pieds des droits des minorités défavorisées et même souvent toute forme critique. Pour l'essayiste et romancier Pankaj Mishra, ce populisme ne date évidemment pas d'hier. Il en retrace les origines intellectuelles jusqu'à l'époque des Lumières au 18e siècle. Comme pour le nationalisme, l'extrémisme religieux, le modèle importé de l'Occident, pour lui, porte en lui-même les germes de sa propre destruction. C'est le premier livre majeur de l'ère Trump, écrivait le Courrier international en mars dernier. Guillermo Arellano, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, et Christian Nadeau, des collègues en fait, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal, l'ont lu pour nous. Parlons de l'auteur d'abord, Guillermo, plaçons-le. Alors, il est né dans le nord de l'Inde en 1969. Tout à fait, dans une famille modeste, ce qui lui donne un regard tout à fait indépendant sur l'Inde. C'est vrai. Il va porter tout particulièrement sur les élites un regard très critique et en particulier sur les élites hindoues, suprémacistes hindous. Il va nous démêler des fois dans le petit détail, il faut vraiment le suivre, tout ce saga d'assassinats qui sont très difficiles pour nous à comprendre, des grands leaders comme Gandhi et après la femme Gandhi qui a été présidente également de l'Inde. Donc c'est vraiment très intéressant. Je pense que le fait d'avoir une expérience autre que beaucoup d'intellectuels dans sa vie et ses origines lui donne vraiment un ton excellent pour faire ce livre. Oui, c'est vrai qu'on lit peu des intellectuels qui viennent de l'Orient, par exemple. Christian Nadeau, ce sont souvent des Français, des Britanniques ou des Américains dont on parle, notamment à cette émission. Est-ce que vous trouvez, comme Guillermo, que son point de vue est teinté de son origine ou du contexte culturel qu'il l'a vu grandir? Il a étudié la littérature en Inde, notamment. C'est vrai dans le monde francophone, c'est beaucoup moins vrai dans le monde anglophone, parce que c'est plus large, etc. Parce que, justement, il y a des anciennes colonies. Donc, et je dirais que en ce sens-là, il s'inscrit dans toute une série d'auteurs qui ont à peu près le même type de trajectoire. La particularité, c'est peut-être le fait, justement, de vouloir maintenir une espèce de dialogue critique avec l'Occident, donc de ne pas simplement rejeter, parce qu'en fait, la thèse principale du livre, c'est de dire que le rejet conduit à une forme d'identification avec l'oppresseur, d'une certaine manière. Donc, en fait, c'est plutôt de réussir à utiliser, d'une certaine manière, la littérature et, disons, l'imaginaire occidental de manière à essayer de comprendre, à être en dialogue avec un certain nombre de paradigmes de la culture orientale. Alors, pour être très clair, c'est un livre qui a été écrit avant le Brexit et avant, évidemment, l'élection de Donald Trump, mais qui part du principe d'essayer de comprendre cette fameuse colère, particulièrement celle des jeunes hommes.
que l'on a vu comme une forme d'expression, notamment en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, en Occident du moins. Tout à fait. Il le dit très bien. Mon objectif est modeste. Il veut pas faire une hypothèse générale, mais il veut tout simplement décrire, nous expliquer le climat d'une époque, l'air du temps, qu'est-ce qui amène à la frustration, qu'est-ce qui amène au fanatisme, à l'envie de vengeance, de rédemption, etc. Aux idées simples aussi, parce que le populisme, c'est ça. Hein? Tout à fait. Et il a fait, je crois, la conclusion seulement après l'arrivée de Trump au pouvoir, au moment où il a su que Trump avait été élu. Ça fait un peu bâclé, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup là-dessus. On insiste beaucoup là-dessus, alors que c'est pas le vrai propos du livre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la réception du livre qui tient à son contexte de réception. Bien sûr. Ça, c'est une évidence. Bien sûr, on cherche des clés pour comprendre ce qui se passe. Hein, et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que, d'une certaine manière, ce qu'il permet de faire, c'est de rendre la monnaie de sa pièce à des grands auteurs, à la Huntington et compagnie, sur le clash des civilisations, en essayant de montrer que, en fait, loin d'avoir une dichotomie, en fait, les problèmes qu'on peut retrouver au Moyen-Orient ou ailleurs, et les problèmes qu'on va retrouver, par exemple, de populisme aux États-Unis ou en Europe, ont quelque chose comme des airs de famille. L'idée de la source commune, je trouve que c'est la partie la plus faible du livre. Il faut l'expliquer avant de la critiquer. Christian, permettez-moi de le dire. Guillermo, alors qu'est-ce qu'il veut dire par la source commune? Je pense que peut-être là on a une vue différente. Je pense que ma vue est une vue du Sud, en quelque sorte. Oui, vous venez d'Argentine. Il veut voir comment les grands philosophes des Lumières ou les grands auteurs de Lumière, et des fois des auteurs aujourd'hui oubliés, mais qui dans leur temps ont été célèbres et connus dans le monde entier, comment ces idéologies ont voyagé, comment ont été réappropriées ailleurs, en Chine, en Inde, en Amérique du Sud, ce qui les rend extrêmement intéressants, parce que ce qui l'intéresse surtout, c'est de voir ce voyage des idées, les réappropriations multiples, et de quelle manière ces réappropriations confluent en quelque sorte à créer ce climat propice au fanatisme, à l'envie de vengeance, à la rédemption. De qui on parle exactement et de quelles idées, Christian? Il y a deux grands paradigmes. D'une part, il y a, disons, essentiellement les auteurs de la pré-révolution française, donc les Lumières françaises, Voltaire, Rousseau. Et de l'autre côté, il y a le romantisme allemand. Je dirais que c'est... Sinon, en fait, il y a Nietzsche qui vient, disons, traverser l'ensemble de l'œuvre, du livre. L'idée est relativement simple, c'est-à-dire que lorsque les Lumières ont pensé leur émancipation, en fait... Qui sonne? Ce n'est pas moi. Guillermo. C'est moi. C'est l'heure de quoi, là? Donc, lorsque les Lumières ont pensé les mécanismes d'émancipation face à la monarchie, en fait, leur universalité n'était qu'apparente. C'est-à-dire, en réalité, il s'agissait d'enrichir une classe, disons, bourgeoise, au détriment donc de ceux qui ont fait les frais de cette émancipation d'un groupe en particulier. Alors là, il y a... qu'on pourrait qualifier d'establishment. D'une certaine manière. C'est dans le langage de tous les politiciens. Ce qui l'intéresse beaucoup, c'est les promesses non tenues de la modernité. Et de quelle manière on réagit à l'égalité est une des promesses non tenues de la modernité, par exemple. L'accomplissement individuel, le progrès social, et comment il y a des jeunes hommes surtout qui réagissent à cette frustration. Pourquoi plus les jeunes hommes d'ailleurs? On n'arrête pas de dire ça depuis des mois, puis moi j'ai jamais compris pourquoi particulièrement. Il y a quelque chose dans le livre qui est peut-être un élément de réponse à ça, là, parce que le livre s'intéresse pas à cette question en particulier, mais il y a peut-être un élément de réponse à ça. C'est vraiment ce qui va chercher chez Nietzsche l'idée de ressentiment, c'est-à-dire essentiellement une volonté de vouloir être des égaux par rapport à d'autres qu'on a imaginé être nos supérieurs, mais qui graduellement finissent par l'être tout simplement parce que nous leur octroyons la possibilité, ou nous les voyons comme des idéaux qu'il faut imiter. Et comme ce n'est pas possible, parce qu'on ne peut être autre chose que nous-mêmes, alors il y a une forme de ressentiment qui s'en dégage. Et lui, ce qu'il montre en fait, c'est qu'il y a énormément de parallèles à faire entre, par exemple, le ressentiment de certaines classes américaines, qui ne sont pas les classes les plus défavorisées. Non, vous rappelez d'ailleurs que c'est pas nécessairement
nécessairement les plus pauvres qui ont voté pour Donald Trump. Vous avez parfaitement raison. Et de l'autre côté, des milieux relativement éduqués, relativement aisés, mais d'où vont partir bon nombre de combattants pour l'État islamique. Donc, il montre en fait que loin d'être dans une espèce d'univers où ne règne que la barbarie, l'idiotie, etc., en fait, on se retrouve devant des formes de ressentiment chez des gens dont on aurait pu attendre autre chose, en fait, mais qui sont tout simplement désemparés. Et là, ce qui ressort du livre, c'est justement ce sentiment d'être désemparé, c'est-à-dire on ne voit pas exactement ce que lui pourrait voir comme pierre de touche qui nous permettrait de construire un univers qui répondrait à cela. Moi, je pense que c'est un des avantages du livre, c'est qu'il lui donne sa richesse. C'est justement que contrairement à beaucoup d'auteurs qui veulent devenir consultants et se faire payer, c'est-à-dire faire une grille d'analyse parfaite et proposer la solution magique. Lui, il dit, et il le dit très clairement, je vais juste décrire, expliquer le climat d'une époque. Ah oui. Et comme moi, j'ai une sorte de ras-le-bol généralisé contre ces auteurs qui s'érigent très rapidement en consultant Minute Rice à la dernière minute et qui ont une solution magique. Ils participent au problème au lieu de exactement. Au lieu de je trouve ça rafraîchissant, sincèrement. Je sais que l'adjectif est un peu galvaudé. Oui. De la part de cet auteur, de nous mettre beaucoup de choses sur la table pour que nous puissions réfléchir sans nous donner la solution parfaite, la solution magique. Je trouve ça absolument qui respecte absolument ce qu'est un essai. Bon, moi, ce que je retiens disons, d'étonnant pour ma part, c'est que les idées, donc, qui sont nées de l'Occident, à son sens, ont fait le tour du monde. Quand vous parlez de l'Argentine ou vous parlez de la Chine, par exemple, donc les idées qui sont nées des Lumières ont participé à la fondation de la plupart des sociétés modernes. C'est aussi à la base de sa thèse, Christian Nadeau. Oui, en fait, je suis d'accord là qu'il présente une série de thèses très intéressantes et que non, il se présente pas comme un consultant. D'un autre côté, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce genre de procès, par exemple, aux Lumières qui ont été faites, ça plaît aussi à tout un establishment, disons, intellectuel, universitaire, ou de grandes organisations qui aiment bien qu'on secoue la cage, mais à la condition de ne pas faire trop mal. C'est-à-dire à la condition de ne pas, disons, faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui permettrait d'agir. Donc, en ce sens-là, il y a ce côté un peu grandiloquent qu'on va voir chez certains auteurs que ce soit de la gauche ou de la droite américaine, et qui fait en sorte que j'ai du mal à voir comment, par exemple, les personnes qui sont les plus défavorisées vont pouvoir trouver des outils de travail qui vont leur permettre ensuite de faire des analyses. C'est une œuvre bien pensante. Il y a des choses intéressantes. Par exemple, pour moi, ce qui est quand même vraiment puis peut-être la clé du succès de ce livre, c'est vraiment de vouloir montrer qu'en fait, en ce moment, plus que jamais, les populismes jouent sur les dichotomies. Or, ce qui est fascinant, c'est que ces espèces de dichotomies ou de polarisation, en réalité, ce ne sont toujours que deux miroirs qui se contemplent, si j'ose dire. C'est-à-dire, ces deux personnes, qui sont exactement les mêmes, et on croit favoriser une pluralité d'opinions ou une pluralité de points de vue, alors qu'en réalité, on ne fait que former quelque chose de très homogène. Donc en fait, les populismes se réclament d'être des mouvements qui vont pouvoir se distinguer par rapport aux autres. Tu sais, par exemple, le phénomène du Brexit, c'est ça, nous versus vous. Les États-Unis, que les États-Unis gagnent d'abord, America First, ce genre de choses. Mais au final, en fait, on a quelque chose d'extraordinaire homogène, et lui montre que, en fait, l'héritage des Lumières est malheureusement peut-être là à trouver là, c'est-à-dire que l'espèce d'idéal d'universalité qu'on pouvait trouver chez les Lumières, en réalité, s'est traduit en quelque chose d'extrêmement pauvre, qui est une forme d'uniformité générale, mais qui, du coup, fait taire toutes les aspirations, d'où ce ressentiment et cette espèce de sentiment de malaise qui dégénère en violence. Je crois que dans le succès de ce livre, il y a aussi une partie qui est due à la technique de l'auteur. Il a une excellente plume et à chaque fois qu'il présente un auteur, il ne tient pas pour acquis que nous savons ce que Montesquieu a dit. C'est intéressant parce qu'effectivement... Et il ne le fait pas non plus avec un ton paternaliste. Viens par ici, je te tiens par la main, je vais t'expliquer. Mais en même temps, il ne tient pas
C'est-à-dire, il considère qu'on a peut-être oublié nos grands classiques et qu'il va nous expliquer. Et surtout, qu'on les a peut-être sous-estimés aussi, parce que lui, il part du principe qu'ils ont encore un impact aujourd'hui. Tout à fait. Et pour montrer ça, il va créer des liens qui sont tout à fait significatifs, c'est-à-dire qui articulent des connaissances, qui articulent des idées avec le cinéma, avec la littérature. Et c'est ça que je trouve vraiment très bien. Et je crois très modestement que ça explique un grand partie non seulement le thème qu'il aborde, qui est tout à fait d'actualité, mais c'est la colère, mais la manière de le faire. Oui. Il le fait d'une façon qui n'est pas... il vient pas nous donner une leçon, il vient nous mettre des idées sur la table et on fera ce qu'on en voudra. C'est vrai que l'ère du temps est pessimiste et l'auteur est un peu pessimiste. Oui, très même. C'est ce qui se dégage un peu, ce que moi j'ai retenu, c'est-à-dire qu'il y a... et c'est peut-être une des faiblesses de ce livre, c'est-à-dire que... il ne donne pas des tests négatifs. Lui, il a un point de vue un peu pessimiste et il ne donne pas des exemples historiques qui pourraient contredire ses propres points de vue. Et puis au final, je dirais qu'on soit pessimiste, je connais personne, en tout cas, même autour de moi, qui ne l'est pas. Je veux dire, il faudrait être aveugle pour être dans un optimisme débordant. Le problème, c'est who cares? Il y a un moment où il faut malgré tout agir, il faut être en mesure de pouvoir essayer de prendre quelques pistes qui vont nous permettre de réagir face, par exemple, que ce soit au populisme, à la montée des nationalismes ou ce genre de choses. Et là, on se retrouve devant quelque chose. Je suis moins d'accord pour la question de la manière dont il présente les œuvres, parce que très souvent, en fait, il utilise les auteurs. La plupart sont relativement connus, là, sauf du côté peut-être du romantisme allemand, et encore, mais il les présente souvent de façon tellement caricaturale que, au final, on se dit c'est dommage, parce que par exemple chez Rousseau, s'il avait utilisé ceci, ça lui aurait permis de dire encore mieux ce qu'il vient de dire là, ce qu'il vient de dire chez Herder. Il fait dire aux auteurs ce qui lui convient pour étayer sa thèse. Malheureusement, très souvent, en les réduisant, et du coup, il perd des éléments qui auraient pu enrichir sa démonstration. En fait, c'est un peu comme si et je comprends la technique de l'essai, j'en écris aussi, on veut couvrir de manière on ne veut pas faire un ouvrage de spécialiste. Mais il en demeure pas moins qu'il y a des moments où on se dit c'est dommage parce qu'un seul chapitre lui aurait suffi, bien étoffé, à démontrer mieux son propos. Là, vous voulez réécrire le livre. Bon. Non, ça Bon, Christian. Alors, The Age of Anger. À votre avis, Guillermo Arellano, c'est une lecture intéressante. Tout à fait. Et c'est très intéressant pour qui veut le faire, de le relire en contrepoint avec Benjamin Barber, qui a écrit Jihad et Magworld il y a déjà 25 ans, et qui nous donne une version quand même plutôt optimiste et un lien avec la question de la citoyenneté qui n'est pas tout à fait analysée ici par Mishra. Et si on veut être plus pessimiste, de le voir en contrepoint avec Hypernormalization de Adam Curtis, qui est un excellent documentaire. Un peu long, mais excellent. Oui. Alors, on va placer les références de vos suggestions, Guillermo, et de cet ouvrage Age of Anger de Pankaj Mishra qui est paru chez Farrar sur notre site web. Merci à Christian Nadeau et à Guillermo Arellano. Merci Marie-Louise.